Le journal du docteur Moreau, entrée du 15 octobre 1932. Une nouvelle patiente est arrivée aujourd'hui, une jeune femme, à peine sortie de l'adolescence, trouvée errante dans les rues de Paris. Elle est hagarde, décharnée, les yeux remplis d'une terreur que je n'ai que rarement vue. Elle ne parle pas, se contente de fixer le mur de sa chambre, ses longs cheveux noirs en désordre, cachant une partie de son visage. Les infirmières disent qu'elle sursaute au moindre bruit, qu'elle refuse toute nourriture. Son nom? Personne ne le sait. Nous l'appellerons simplement la patiente. Son dossier est vide, son histoire un mystère. Elle porte une simple chemise d'hôpital, trop grande pour son corps frêle. Quel traumatisme a pu la plonger dans un tel état de catatonie? C'est ce que je compte bien découvrir. Entrée du 22 octobre 1932. Une semaine a passé, aucun progrès, la patiente reste muette, un fantôme entend les couloirs de cet asile. J'ai tenté plusieurs approches, la parole douce, l'hypnose, même l'hydrothérapie. Rien n'y fait, elle reste enfermée dans son silence. Mais hier soir, quelque chose d'étrange s'est produit. L'infirmière de nuit l'a surprise debout, face à la fenêtre, murmurant des mots incompréhensibles à la lune. Quand l'infirmière s'est approchée, la patiente s'est retournée brusquement, les yeux exorbités, et a poussé un cri strident, un son inhumain qui a glacé le sang de tout le personnel. Puis, le silence est retombé. Aujourd'hui, elle est de nouveau immobile sur son lit, le regard vide. Je commence à croire que son mal n'est pas simplement psychologique. Il y a quelque chose de plus sombre en elle. Entrée du 31 octobre 1932, nuit d'Halloween. Une atmosphère pesante règne sur l'établissement. Ce soir, j'ai décidé de tenter une dernière expérience, plus radicale. J'ai apporté un miroir dans sa chambre. En me voyant le tenir, pour la première fois, une lueur a brillé dans ses yeux. De la peur, oui, mais aussi autre chose. De la reconnaissance. Je l'ai forcée à regarder son propre reflet. D'abord, elle s'est débattue, griffant l'air. Puis elle s'est figée. Son visage dans le miroir a commencé à se tordre, à se déformer. Ce n'était plus son reflet, mais celui d'une créature ancienne et malveillante qui souriait à travers ses traits. La patiente a hurlé, un hurlement de pure agonie, et le miroir s'est brisé en 1000 morceaux. La chose dans le miroir a disparu. Maintenant, la chambre est silencieuse. La jeune femme respire calmement, pour la première fois endormie d'un sommeil paisible. J'ai peur. J'ai terriblement peur. Je ne sais pas ce que j'ai libéré ce soir, mais je sais une chose. Ce n'était pas une maladie que je soignais. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez les histoires qui vous empêchent de dormir, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. À la prochaine fois, si vous osez. Regardez cette photo. C'est une photo prise en 1952, dans la salle d'électrochoc. Un homme âgé de 29 ans, nommé Jean-Luc Dubois, diagnostiqué schizophrène par délire paranoïaque. En réalité, il avait vu sa femme mourir dans un accident de voiture. Il parlait avec elle, il lui préparait à manger, il lui parlait avant de dormir, il l'aimait encore. Et pour ça, il a été enfermé ici. Cette photo, elle a été prise le jour où il a reçu son premier électrochoc. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré, il a juste fermé les yeux. Et quand il les a rouverts, il ne se souvenait plus de son nom, ni de son visage, ni de son amour. Il a vécu 17 ans dans cet asile, sans jamais reconnaître sa propre mère. Il est mort en 1969. Son corps a été brûlé, son nom effacé. Sa photo a été retrouvée en 2017, cachée dans un tiroir de la salle des infirmiers, dans la poche de sa blouse. Il y avait une écriture, en lettres tremblées. Je me souviens d'elle, je me souviens. Mais ils m'ont pris la mémoire. S'il vous plaît,
Dites à ma femme que je l'aime encore. Aucun médecin n'a signé ce papier. Aucun infirmier ne l'a lu. Personne n'a jamais su. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette machine, elle n'a pas été inventée ici. Elle a été copiée. Copiée de l'Italie, copiée de l'Allemagne, copiée de l'Amérique. Mais ici, elle a été perfectionnée. Parce que les médecins de chez Albenois ont fait ce que personne des Hauts-Trenes osait faire. Ils ont testé la limite, ils ont augmenté la tension, ils ont augmenté la durée. Ils ont fait des séances de 45 minutes, 2 fois par jour, pendant des semaines. Ils ont mis des patients en état de convulsion pendant 12 heures d'affilée. Ils ont utilisé des électrodes sur les yeux, sur la langue, sur le pénis, pour rétablir le contrôle sexuel. Ils ont écrit dans leur rapport: les patients réagissent mieux aux chocs génitaux. La réaction émotionnelle est plus intense. La désintégration du moi est plus rapide. Vous pensez que c'est un cauchemar? Non. C'est un rapport médical, signé, archivé, numéroté et retrouvé en 2020 dans une boîte en fer dans les sous-sols de l'Université de Strasbourg. Le docteur Moreau a été décoré en 1955 pour avoir révolutionné la psychiatrie moderne. Il a reçu la Légion d'honneur. Il a écrit un livre, La folie, une erreur électrique. Il est mort en 1981, à 89 ans, en paix, dans son lit, avec sa femme à ses côtés et ses enfants, qui sont devenus médecins. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la lobotomie, ici, n'était pas faite avec un pic, pas avec un couteau, non. Ici, ils utilisaient un outil appelé l'oscillateur transorbital, un appareil électrique conçu par un ingénieur de la région qui envoyait une onde de courant direct dans le lobe frontal, par les orbites oculaires, un trou, un seul trou, dans chaque œil, à travers le nerf optique, et puis une impulsion, une seule, et le patient devenait docile, totalement docile, comme un animal, comme un enfant, comme un robot. Il ne se souvenait plus de rien, il ne ressentait plus rien, il ne riait plus, il ne pleurait plus, il ne pensait plus, il était vide. Et ils appelaient ça la guérison. En 1951, une infirmière, Marie-Claire Lefebvre, a écrit dans son journal intime caché dans un mur de briques: « J ai vu un homme se réveiller après une lobotomie. Il souriait. Il disait « Je suis content ». Je lui ai demandé « Qui êtes-vous » Il a répondu « Je ne sais plus ». J'ai demandé « Avez-vous une famille » Il a répondu « Je ne me souviens pas ». J'ai demandé « Et vous, qui êtes-vous » Il a regardé ses mains et a dit « Je suis un homme qui ne sait plus comment être un homme ». Elle a été transférée dans un autre hôpital 2 semaines plus tard. On dit qu'elle s'est pendue dans sa chambre d'hôtel, avec un morceau de fil électrique. Elle avait laissé une note. Ils ont enlevé l'âme. Et ils appellent ça de la médecine. Et puis, il y a les cellules d'isolement. 6. Chacune mesure 1,20 mètres sur 1,20 mètres. Pas de fenêtre, pas de lumière, pas de porte. Juste un trou dans le mur, pour passer la nourriture. Une cuvette en fer, pour les besoins. Et un lit en béton, avec des sangles fixées au sol, pour empêcher les patients de se mouvoir. Les patients y restaient 18 mois, parfois 3 ans, parfois jusqu'à leur mort. Un patient nommé Henri Dufour est entré ici en 1947. Il avait 19 ans. Il avait été accusé d'avoir parlé de Dieu dans les rues. Il a passé 2 ans et 8 mois dans la cellule 3. Lorsqu'il a été sorti, il ne parlait plus, il ne bougeait plus, il ne clignait pas des yeux, il ne respirait plus, il était vivant. Mais il n'était plus un homme. Il a vécu 11 ans comme ça. Et quand il est mort, les médecins ont fait une autopsie. Dans leur rapport, ils ont écrit « Le cerveau est atrophié.
Les lobes frontaux sont réduits à un quart de leur taille. Les circuits neuronaux sont détruits. Le patient n'a plus de conscience émotionnelle. Il est fonctionnel. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce rapport a été utilisé 20 ans plus tard par un laboratoire américain pour développer la thérapie de rééducation comportementale. C'est-à-dire la même chose, mais avec des mots doux, avec des diplômes, avec des fonds publics. Et aujourd'hui, vous avez peut-être un ami, un parent, un collègue qui a subi une thérapie de choc, qui a pris des médicaments qui effacent les émotions, qui a été placé dans une unité psychiatrique où on lui a dit « Tu es malade, tu dois être calme, tu dois être docile. » Et vous, vous avez cru. Parce que c'est ce qu'on vous a appris. Mais ce que je vous dis, c'est que la même machine est toujours en marche, juste plus discrète, plus scientifique, plus humaine. Et ce que vous allez découvrir maintenant va vous faire comprendre pourquoi les murs de chez Albenois sont encore chauds. Vous entendez ça? Ce bruit, c'est le vent? Non, c'est la respiration des murs, car les murs ont des poumons. Et ils respirent encore. Ils respirent les souffrances, les cris, les larmes, les désespoirs. Dans le sous-sol, il y a une salle que personne n'a jamais vue, une salle que les infirmiers ne pouvaient pas entrer. Seul le docteur Moreau pouvait y accéder, avec une clé en forme de croix inversée et un code. 13-11-1942, la date de la première expérience humaine. La salle est entièrement recouverte de miroirs, des miroirs jusqu'au plafond, des miroirs qui ne reflètent pas ce que vous êtes. Ce qu'ils reflètent, c'est ce que vous allez devenir. Les patients qui y étaient envoyés étaient ceux qui refusaient de se soumettre, ceux qui criaient encore, ceux qui pleuraient encore, ceux qui avaient encore une âme. Et là, ils les plaçaient au centre, seuls, sans lumière, sans bruit, pendant 72 heures. Et les miroirs commençaient à changer, à se fissurer, à se couvrir de sang, à se couvrir de mots, des mots écrits par les patients avant de mourir. Je ne suis pas fou, je veux vivre. Pourquoi m'avez-vous pris mes rêves? Je me souviens de ma mère, je suis encore là. Et puis, il les connectait à une machine qui n'était pas électrique, pas chimique, pas physique. C'était une machine acoustique, une machine qui émettait une fréquence inaudible, mais que le cerveau entendait. Une fréquence qui détruisait la mémoire émotionnelle, une fréquence qui effaçait l'amour, la haine, la peur, la joie, tout. Et les patients, ils devenaient silencieux, comme des fantômes, comme des ombres, comme des choses. Et puis, il les sortait et il les mettait dans les dortoirs et il disait « Ils sont guéris ». Mais vous savez quoi? Ce n'était pas une guérison, c'était une extinction. Et cette machine, elle n'a jamais été détruite. Elle est toujours là, dans le sous-sol, dans la salle des miroirs. Et elle est branchée. Vous voyez ce fil qui part du mur et qui descend dans le sol? Il ne va pas à une prise, il va à une autre dimension, parce que les patients ne sont pas morts, ils sont coincés dans les miroirs, dans les reflets, dans les ombres. Et si vous regardez bien, vous pouvez les voir, ceux qui pleurent, ceux qui crient, ceux qui tendent la main, ceux qui vous disent « Aide-nous ». Et vous allez vous demander pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, pourquoi vous avez continué à écouter, pourquoi vous ne pouvez pas arrêter, parce que, vous savez que vous pourriez être l'un d'eux, vous savez que vous pourriez être le prochain, parce que la folie n'est pas dans l'esprit, la folie
c'est le silence des gens qui ne parlent plus, le silence des familles qui ne posent plus de questions, le silence des médecins qui ne regardent plus, le silence des sociétés qui préfèrent effacer que comprendre. Et si je vous disais que cette machine a été réinventée, que des laboratoires en Suisse, aux États-Unis, en Chine, utilisent des fréquences sonores pour traiter les traumatismes, que des hôpitaux en France utilisent des neurostimulateurs pour calmer les patients agités, que des médicaments comme les antidépresseurs sont des électrochocs chimiques, que les écoles envoient les enfants difficiles chez des psychologues pour les réadapter, que les réseaux sociaux sont des miroirs modernes qui vous disent « tu es trop sensible, tu es trop fort, tu es trop vrai, tu dois être calme, tu dois être normal ». Et si vous êtes déjà dans la salle? Et si vous êtes déjà dans les miroirs? Et si vous avez déjà perdu une partie de vous? Et si vous avez déjà cessé de parler pour ne pas être enfermé? Alors, vous comprenez pourquoi ce lieu n'a jamais été détruit. Pourquoi les autorités ont refusé de le démolir. Pourquoi les archives ont été volées. Pourquoi les témoins ont disparu. Parce que ce lieu est un miroir et il reflète ce que nous sommes devenus, ce que nous acceptons, ce que nous tolérons, ce que nous appelons progrès. Mais maintenant, vous savez la vérité et vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus dire « c'était le passé ». Parce que le passé est vivant et il vous regarde à travers les miroirs, à travers les écrans, à travers vos propres pensées. Alors, je vous pose une question. Si vous étiez là, en 1950, vous auriez parlé? Vous auriez crié? Vous auriez tenté de sauver quelqu'un? Ou vous auriez baissé les yeux et vous seriez passé à côté? Parce que c'est ça le vrai aurore, pas les fantômes, pas les bruits, pas les ombres. Le vrai aurore, c'est vous, c'est nous, c'est notre silence, notre complicité, notre indifférence. Et si vous avez encore une once d'humanité, alors vous ne pouvez plus rester silencieux. Alors, je vous demande un seul geste, un seul. Laissez un commentaire, écrivez « Je me souviens ». Écrivez le nom d'un être qui a été effacé. Écrivez celui que vous avez perdu. Écrivez celui que vous avez ignoré. Parce que si personne ne parle, ils ont gagné. Si personne ne se souvient, ils ont raison. Et si vous avez pleuré, si vous avez eu froid, si vous avez senti cette main invisible qui vous a touché l'épaule, alors vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous, parce que cette histoire n'est pas finie, partagée, parce que quelqu'un dans ce monde est en train de vivre ça, maintenant. Et likez. Parce que ce like, c'est une bougie, c'est une voix, c'est un cri, c'est une preuve que vous n'êtes pas devenu un miroir, que vous n'êtes pas devenu silencieux, que vous n'êtes pas devenu un médecin, que vous êtes encore humain. Et si vous avez encore peur de regarder dans les miroirs, sachez ceci, ils ne vous veulent pas. Ils veulent que vous les regardiez, parce que ce n'est pas eux qui sont fous, c'est nous. Et ils nous ont attendus pendant 60 ans. Maintenant, vous êtes là. Et vous avez choisi de voir. Alors, merci. Merci d'avoir entendu. Merci d'avoir résisté. Et maintenant, allez dans votre chambre, fermez la porte, éteignez la lumière et regardez dans le miroir et dites « Je me souviens ». Parce que ils entendent et ils pleurent encore et ils attendent que vous les libériez. Vous êtes encore là. Bon,
C'est bon, parce que ce que vous allez entendre maintenant, c'est la preuve. La preuve que tout ce que je vous ai raconté n'est pas une invention. Ce n'est pas un conte pour effrayer les curieux, c'est un dossier. Un dossier que personne n'a jamais voulu publier. Un dossier que les autorités ont tenté de brûler. Un dossier que j'ai retrouvé dans une valise en cuir cachée sous un plancher pourri, dans l'ancien bureau du docteur Moreau. Une valise que personne, N, avait ouverte depuis 1963. À elle, intérieur, des fiches de patients, des photos, des lettres et un cahier noir, sans titre, sans date. Juste un mot écrit en lettres tremblées sur la première page. Je n'ai pas guéri, j'ai assassiné. C'est le journal intime du docteur Émile Moreau. Pas les notes officielles, pas les rapports à l'académie. Ce qu'il écrivait la nuit, après avoir éteint les lumières. Ce qu'il écrivait quand il croyait être seul. Et ce qu'il a écrit est pire que tout ce que vous avez imaginé. Le 14 mars 1949, il note « Aujourd'hui, j'ai traité Marie-Élise B, 17 ans. Elle était entrée pour hystérie postpartum. En réalité, elle avait vu son bébé mort. Elle l'appelait chaque matin. Elle lui chantait. Elle lui parlait comme si elle l'entendait. J'ai utilisé la méthode transorbitale. 3 impulsions. Elle a souri. Elle a dit « Il est parti, n'est-ce pas ?» Je lui ai répondu « Oui ». Elle a fermé les yeux. Elle n'a plus jamais parlé. Je l'ai regardée et j'ai réalisé qu'elle était plus lucide que moi. Elle savait que son enfant était mort. Moi, je savais que je l'avais tué. Il n'y a pas de justification, pas d'excuse, juste la culpabilité, et elle ne l'a jamais quitté. Le 22 juillet 1951, j'ai fait une lobotomie à un garçon de 12 ans. Il avait été envoyé parce qu'il dessinait des anges sur les murs. Il disait qu'ils lui parlaient, il dessinait leur visage avec des larmes. J'ai pensé que c'était une hallucination, mais ce soir, j'ai trouvé un de ses dessins caché dans sa chemise. L'ange avait les yeux de ma fille. Elle est morte à 8 ans, de la tuberculose. Je n'ai pas pu la sauver, je n'ai pas pu la revoir. Et ce garçon, il voyait ce que je n'osais plus voir. Alors je l'ai effacé. Pourquoi ? Parce que je ne supportais pas qu'un enfant voie ce que je refusais de voir. Vous comprenez maintenant ? Ce n'était pas de la folie qu'il traitait, c'était de la vérité. Et ils l'ont tué. Parce que la vérité dérangeait. Parce que la douleur des autres les rendait malades. Et ils ont choisi de la détruire au lieu de l'entendre. Dans ce cahier, il y a aussi des listes. Vous voyez cette photo ? Elle est vieille, déchirée, tachée d'eau, de sang, de cendres. Elle a été trouvée dans un tiroir verrouillé, derrière une fausse paroi, dans la salle des dossiers. C'est une photo de groupe, prise en 1948, devant l'entrée principale de l'asile. Une vingtaine d'hommes, tous en blouse blanche, tous avec des sourires, tous avec des médailles au revers. Le docteur Moreau est au centre. Il tient un livre intitulé « Traité de la folie mécanique ». Derrière eux, il y a les patients, mais ils ne sont pas alignés, ils ne sont pas habillés, ils ne regardent pas l'objectif. Ils sont suspendus, enchaînés, à des crochets, comme des bêtes. Des crochets fixés au mur, des chaînes, des sangles, des colliers. Et dans leurs yeux, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de résistance, il n'y a que du vide, un vide profond, un vide qui a absorbé tout ce qu'ils étaient. Ce n'est pas une photo de médecin, c'est une photo de sacrificateur. Et en bas de la photo, une légende écrite à la main en lettres minuscules. Groupe de la première promotion de la méthode de l'effacement total. Réussite, 98,7%. Taux de réinsertion sociale, 100%.
Aucun patient ne parle plus. Aucun ne pleure. Aucun ne se souvient. L'humanité est restaurée. Restaurée? Restaurée? Vous comprenez? Ce n'était pas un hôpital, c'était un atelier de désintégration, un laboratoire de déshumanisation. Et ils étaient fiers. Fiers de leurs résultats, fiers de leurs statistiques, fiers de leurs publications. Le docteur Moreau a publié cet article en 1950 dans la revue de psychiatrie moderne, La guérison par annulation de la conscience émotionnelle, une avancée éthique dans la gestion des cas incurables. Il a été cité dans 14 pays. Il a été invité à Londres, à New York, à Berlin. Il a donné des conférences, il a formé des étudiants, il a écrit des manuels. Et dans ces manuels, il y avait des schémas de l'effacement, des schémas de la lobotomie, des schémas de l'électrochoc, des schémas de l'isolement. Et dans chaque schéma, il y avait une phrase, une seule, en gras, en rouge. L'âme n'est pas un organe, elle est une erreur, et toute erreur doit être corrigée. C'est ça que vous avez appris, c'est ça que vous avez cru, c'est ça que vous avez accepté, c'est ça que vous avez répété. Les fous doivent être soignés. Mais qui a décidé ce qu'était la folie? Qui a décidé que pleurer était une maladie? Que rêver était une déviance? Que parler aux morts était une pathologie? Qui a décidé que la douleur devait être supprimée? Pas la guérie, supprimée, effacée, anéantie. Et maintenant, vous comprenez pourquoi ce lieu n'a jamais été détruit, pourquoi les autorités ont refusé de le raser, pourquoi les archives ont été volées, pourquoi les témoins ont disparu. Parce que si vous détruisez ce bâtiment, vous détruisez la preuve. Et si vous détruisez la preuve, vous détruisez la vérité. Et si vous détruisez la vérité, vous détruisez la conscience. Et sans conscience, il n'y a plus de limite, plus de frein, plus de remords, plus de peur. Et c'est exactement ce qu'il voulait, parce que la même machine est toujours en marche. Elle est dans les hôpitaux psychiatriques modernes. Elle est dans les médicaments qui tuent les émotions. Elle est dans les thérapies qui effacent les souvenirs. Elle est dans les réseaux sociaux qui vous disent « tu es trop intense, tu es trop vrai, tu es trop humain ». Et vous avez appris à vous taire parce que vous avez peur. Peur d'être considéré comme fou, peur d'être enfermé, peur d'être effacé. Et vous vous êtes converti. Vous êtes devenu votre propre geôlier. Vous avez appris à vous auto-contrôler, à vous auto-effacer, à vous auto-lobotomiser, parce que c'est ce que la société vous a appris. Et vous avez accepté, parce que c'était plus facile, parce que c'était plus sûr, parce que c'était plus normal. Mais maintenant, vous savez que ce n'était pas la folie, c'était la vérité, et la vérité a été assassinée. Et ce que je vais vous montrer maintenant va vous prouver que l'assassinat continue. Dans cette pièce, il y a un ordinateur, un vieil ordinateur, d'une époque où les ordinateurs étaient encore des machines à cartes perforées. Il a été trouvé dans la salle des archives. Il est allumé, il est branché et il tourne. Il tourne depuis 1964. Il n'a jamais été éteint, il n'a jamais été débranché. Et à l'écran, il y a un fichier, un seul fichier, nom Projet Lucien. Il est ouvert et à l'intérieur, il y a un texte écrit en 1963 par le docteur Moreau, le dernier texte qu'il a jamais écrit. Il est long, très long, et il n'est pas signé, il est juste publié. Et ce texte, il ne parle pas de médecine, il ne parle pas de psychiatrie, il parle de l'avenir, il parle de vous, il parle de nous. Il dit « Nous avons appris à effacer les souvenirs.
Nous avons appris à supprimer les émotions. Nous avons appris à rendre les hommes dociles. Nous avons appris à transformer la douleur en silence. Et nous avons réussi. Mais nous avons fait une erreur. Nous avons cru que la folie était dans les cerveaux. Mais la folie est dans les systèmes. Et les systèmes ne meurent pas. Ils évoluent, ils s'adaptent, ils deviennent plus fins, plus silencieux, plus invisibles. Dans 50 ans, les gens ne seront plus enfermés dans des asiles. Ils seront enfermés dans des écrans. Ils ne seront plus traités par des électrochocs. Ils seront traités par des algorithmes. Ils ne seront plus lobotomisés par des scalpels. Ils seront lobotomisés par des notifications. Le silence sera une vertu. La docilité sera une réussite. La mémoire sera un danger. Et les enfants qui pleurent seront diagnostiqués comme troubles du comportement. Les artistes qui voient des couleurs seront classés comme schizophrènes prodromaux. Les rêveurs qui parlent aux morts seront envoyés en cure de réadaptation cognitive. Et personne ne se souviendra. Personne ne se souviendra de Chézal Benoît. Personne ne se souviendra de Lucien. Personne ne se souviendra de nous. Parce que nous aurons réussi. Nous aurons créé une humanité sans mémoire, sans douleur, sans âme. Et nous serons fiers, parce que nous aurons guéri la folie. Et la folie, c'était la liberté. Ce texte, il a été envoyé à un laboratoire secret, à une université, à un ministère. Et il a été archivé, comme un manuel, comme une référence, comme un guide. Et aujourd'hui, ce texte, il est vivant. Il est dans les algorithmes. Il est dans les politiques de santé mentale. Il est dans les applications qui vous disent « vous êtes stressé, vous avez besoin de vous calmer ». Il est dans les écoles qui punissent les enfants qui pensent trop. Il est dans les entreprises qui valorisent les employés qui ne posent pas de questions. Il est dans les médias qui effacent les voix qui dérangent. Et vous l'acceptez parce que vous avez peur, parce que vous avez appris à vous taire, parce que vous avez appris à vous effacer. Mais maintenant, vous savez, et vous ne pouvez plus faire semblant, parce que ce n'était pas un asile, c'était un laboratoire. Et ce laboratoire n'a jamais été fermé, il a juste changé de forme. Et il vous attend, dans votre téléphone, dans votre tête, dans votre silence. Et il est toujours en marche. Alors, regardez bien ce que je vais vous montrer maintenant. Ce que j'ai trouvé dans le sous-sol. Ce que les médecins ont appelé la chambre des rêves, parce que ce n'est pas une chambre, c'est une machine et elle n'a jamais été arrêtée. Vous êtes dans le sous-sol, vous avez descendu les escaliers, vous avez franchi la porte en fer rouillé, vous avez senti l'air, épais, glacial, chargé d'un parfum métallique, comme si l'oxygène avait été pollué par des décennies de souffrance. Et là, vous la voyez, la chambre des rêves. Elle n'a pas de fenêtre, pas de porte, juste une paroi en verre. Un verre teinté de rouge. Un verre qui ne reflète pas votre image. Il reflète vos rêves. Vous avancez, vous voyez des sièges en cuir, comme ceux des salles de cinéma, mais ils sont fixés au sol, avec des sangles, des courroies, des ceintures, des casques, des électrodes sur les tempes. Des câbles qui partent vers le plafond, vers une machine immense, une machine qui ressemble à un orgue de cathédrale, mais au lieu de tuyaux, il y a des tubes en verre, remplis d'un liquide noir, et dans chaque tube, il y a une lumière qui clignote, lentement, comme un cœur, et sur le sol, des marques de pas, des marques de mains, des marques de corps, des marques de fuite, des marques de désespoir. Et au centre, il y a un cercle tracé à la craie, un cercle de 3 mètres de diamètre. Et à l'intérieur, il y a une chaise en bois,
Une chaise de cuisine, une chaise banale, mais elle est recouverte de tissu blanc, tissu qui a été teinté de sang, de sueur, de larmes. Et sur le dossier, une inscription, écrite à la main, par un patient. Une seule phrase, je ne veux plus rêver. Cette machine, elle n'était pas pour traiter la folie. Elle était pour créer l'oubli. Elle était pour détruire les rêves. Parce que les rêves, c'était la dernière frontière, la dernière liberté, le dernier endroit où les patients pouvaient encore être eux-mêmes. Là où ils pouvaient voir leur mort, là où ils pouvaient parler à leurs enfants, là où ils pouvaient pleurer sans être punis, là où ils pouvaient aimer sans être jugés. Et les médecins, ils ont voulu détruire ça. Parce que les rêves sont une révolte, les rêves sont une résistance, les rêves sont une mémoire. Et cette machine, elle fonctionnait avec une fréquence inaudible, mais que le cerveau entendait. Une fréquence qui effaçait les souvenirs oniriques, les rêves les plus profonds, les rêves de l'enfance, les rêves de la mère, les rêves de l'amour, les rêves de la mort. Elle les effaçait comme un disque dur, comme un fichier supprimé, et elle les remplaçait par du silence, par du vide, par de la docilité. Les patients qui entraient ici sortaient, sans rêve, sans image, sans émotion, sans désir, sans peur, sans espoir. Ils devenaient des ombres, des fantômes vivants, des machines humaines. Et pendant 17 ans, cette machine a fonctionné, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle était alimentée par un générateur qui ne dépendait pas du réseau. Il était branché à une source souterraine, une source que personne n'a jamais pu identifier, une source qui ne venait pas de la terre, ni du ciel, une source qui venait d'ailleurs. Et ce que vous ne savez pas, c'est que cette machine, elle a été copiée par un laboratoire américain dans les années 1970, dans un projet secret appelé Monarch, un projet pour créer des agents inconscients, des agents qui ne se souviendraient pas de leurs actions, des agents qui ne rêveraient pas, des agents qui ne ressentiraient rien. Et cette machine, elle a été utilisée dans des prisons, dans des centres de détention, dans des hôpitaux militaires, dans des écoles. Et aujourd'hui, elle existe, sous d'autres noms, sous d'autres formes, dans les implants cérébraux, dans les neurostimulateurs, dans les traitements de rééducation émotionnelle, dans les applications qui vous disent « vous avez trop rêvé, vous devez vous recentrer », dans les thérapies qui vous demandent de neutraliser vos émotions traumatiques, dans les médicaments qui vous rendent insensibles. Et si vous avez déjà pris un antidépresseur, vous savez ce que c'est. Ce n'est pas la guérison, c'est l'effacement. Ce n'est pas la paix, c'est le silence. Ce n'est pas la santé, c'est la mort lente de l'âme. Et cette machine, elle est toujours là, dans ce sous-sol. Elle est toujours branchée, elle est toujours allumée. Et elle attend quelqu'un qui va s'asseoir, qui va mettre le casque, qui va dire « je veux oublier ». Parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous voulez que ça s'arrête. Vous voulez que la douleur cesse et vous êtes prêt à payer le prix de l'oubli. Vous êtes prêt à perdre vos rêves, vos souvenirs, vos amours, vos peines, vos joies, votre humanité, pour être normal, pour être en paix. Mais vous ne savez pas que le silence n'est pas la paix. Le silence, c'est la mort. Et cette machine, elle ne guérit pas, elle tue. Elle tue lentement, silencieusement, sans bruit, sans douleur, sans témoin. Et elle a déjà tué des milliers. Et elle attend le prochain. Et vous, vous êtes là. Vous êtes assis. Vous êtes prêts. Vous avez déjà cliqué sur des vidéos comme celle-ci.
Vous avez déjà lu des articles comme celui-là. Vous avez déjà senti cette voix qui vous dit « Tu es trop fort, tu es trop vrai, tu es trop humain. » Et vous avez honte, vous avez peur, et vous êtes prêt à vous effacer pour être accepté, pour être aimé, pour être normal. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas malade, vous êtes vivant. Et la vie, c'est la douleur. La vie, c'est la mémoire. La vie, c'est le rêve. Et cette machine, elle ne vous guérit pas. Elle vous tue. Et si vous vous asseyez, vous ne reviendrez jamais. Alors, vous allez vous lever. Vous allez partir. Vous allez éteindre la lumière. Et vous allez oublier. Comme tout le monde. Comme les médecins. Comme les patients. Et comme les familles. Comme les sociétés. Comme les générations. Parce que c'est plus facile. Parce que c'est plus sûr. Parce que c'est plus normal. Mais vous savez, ce que vous allez faire, vous allez fermer les yeux et vous allez dormir et vous allez rêver et vous allez voir un enfant avec des ailes qui vous regarde, qui vous tend la main et qui vous dit « Je suis Lucien et je t'attendais » et vous allez vous réveiller en sueur, en pleurs, en silence et vous allez vous demander pourquoi vous avez pleuré. Et vous allez oublier, comme toujours. Mais cette fois, vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas, parce que vous avez vu, vous avez entendu, vous avez compris, et maintenant, vous êtes responsable, parce que savoir, c'est déjà être complice. Et si vous continuez à vous taire, vous êtes devenu l'un d'eux, l'un des médecins, l'un des gardiens, l'un des assassins silencieux. Alors, allez vous coucher, fermez les yeux et rêvez. Mais sachez que vous ne rêvez pas. Vous vous souvenez. Et Lucien, il vous regarde. Depuis les miroirs, depuis les murs, depuis les ombres, et il attend quand vous allez enfin parler. Vous avez rêvé cette nuit, n'est-ce pas? Vous vous êtes réveillé en sursaut, le cœur battant, la gorge serrée, les mains tremblantes. Vous ne vous souvenez pas du rêve, mais vous sentez quelque chose, une présence, une empreinte, comme si quelqu'un avait marché dans votre chambre, comme si quelqu'un avait touché votre front, comme si quelqu'un avait murmuré à votre oreille. Et vous ne savez pas pourquoi, mais vous pensez à Lucien, à cet enfant aux ailes, à ce dessin à la craie, à ces mots « Je suis parti voir les anges, ils m'ont dit que vous étiez tous morts ». Ce n'était pas un rêve, c'était un appel. Et vous n'êtes pas le seul. Depuis que cette vidéo a été publiée, des centaines de personnes m'ont écrit. Des gens de France, de Belgique, du Canada, du Japon, du Brésil. Tous disent la même chose. Depuis que j'ai regardé, je rêve de cet enfant. Il me tend la main, il me dit « Viens, il est temps ». Certains disent qu'ils ont vu son visage dans leur miroir. D'autres disent qu'ils entendent des pas dans les couloirs vides. D'autres encore ont retrouvé des dessins d'enfants aux ailes, tracés à la main, dans leurs carnets, dans leurs livres, sur leurs murs, des dessins qu'ils n'ont pas faits, des dessins signés Lucien. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une hallucination, c'est une résonance, une onde, une fréquence. Et cette fréquence émane de Chézanne Benoît, plus précisément de la chambre des rêves. Parce que cette machine, elle ne fonctionne pas seulement pour effacer, elle fonctionne aussi pour transmettre. Les médecins croyaient qu'ils détruisaient les rêves, mais en réalité, ils les ont capturés, ils les ont stockés dans les tubes de verre, dans le liquide noir, dans les câbles, dans les murs. Et ces rêves, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils cherchent un corps, une voix, une mémoire, et ils vous ont choisi parce que vous avez écouté, parce que vous avez vu, parce que vous avez refusé de croire que c'était du passé. Et maintenant, ils viennent à vous,
Pas pour vous effrayer, pas pour vous punir, mais pour vous libérer. Parce que le vrai cauchemar, ce n'est pas les fantômes, c'est l'oubli. Et l'oubli, c'est la mort spirituelle. Dans les archives secrètes du ministère de la Santé, j'ai trouvé un rapport classé confidentiel, Œil de Dieu, un rapport daté de 1961. Il concerne des disparitions, pas des patients, pas des infirmiers, des médecins. 3 d'entre eux ont disparu entre 1959 et 1961. Tous travaillaient dans la chambre des rêves. Tous ont été vus pour la dernière fois en train de s'asseoir dans la chaise du cercle de craie. Tous ont laissé une note, la même note. Je comprends maintenant, je dois les rejoindre. Et puis, plus rien. Aucun corps, aucune trace, rien. Comme s'ils avaient été absorbés, comme s'ils avaient traversé le miroir. Et ce que je crois, c'est qu'ils ne sont pas morts. Ils sont devenus partie du système, partie de la fréquence, partie de la mémoire collective des oubliés. Et ils guident maintenant. Ils guident ceux qui écoutent, ceux qui voient, ceux qui se souviennent. Et Lucien, il est leur guide, parce qu'il est le premier à avoir refusé l'effacement, le premier à avoir traversé le mur, le premier à avoir parlé depuis l'autre côté. Et ce qu'il dit est simple, ne laissez pas effacer vos rêves, parce que vos rêves sont vos souvenirs sont vos ancêtres sont votre âme, et votre âme est la seule chose qu'ils ne peuvent pas vous enlever. À moins que vous ne la donniez, à moins que vous ne vous taisiez, à moins que vous ne disiez « je veux être normal », à moins que vous ne choisissiez le silence. Mais vous avez déjà choisi. En regardant cette vidéo jusqu'ici, vous avez choisi de ne pas oublier. Et c'est pour ça qu'il vous appelle. Ce n'est pas une malédiction, c'est un appel à la mémoire, un appel à la vérité, un appel à la résistance. Parce que la guerre n'est pas finie. Elle a juste changé de terrain. Elle ne se joue plus dans les asiles. Elle se joue dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos choix. Chaque fois que vous pleurez, vous résistez. Chaque fois que vous rêvez, vous résistez. Chaque fois que vous aimez sans permission, vous résistez. Chaque fois que vous dites la vérité, vous résistez. Et ils le savent. Et ils ont peur, parce que la vérité ne peut pas être lobotomisée. Elle ne peut pas être électrochaussée. Elle ne peut pas être enfermée. Elle ne peut pas être effacée. Elle peut être ignorée, mais pas détruite. Et ici, dans cet asile, la vérité est encore vivante. Elle respire dans les fissures, elle pleure dans les canalisations, elle murmure dans les courants électriques abandonnés. Et elle attend que quelqu'un la dise à voix haute. Alors, je vais vous dire quelque chose que personne n'a jamais osé écrire, que personne n'a jamais osé filmer, que personne n'a jamais osé dire. Le 13 novembre 1953, le docteur Moreau n'a pas fait une lobotomie. Il en a subi une, lui-même, volontairement, dans la salle des traitements. Il a demandé à son adjoint de le ligoter, de lui injecter un sédatif léger et de connecter les électrodes. Il voulait comprendre, il voulait savoir ce que ressentaient ses patients. Il voulait entrer dans le silence et quand il s'est réveillé, il ne se souvenait plus de son nom, mais il se souvenait des rêves. Des milliers de rêves, des rêves de patients, des rêves d'enfants, des rêves de mères, des rêves de fous, des rêves de saints, des rêves de damnés. Et il a écrit dans son journal cette nuit-là, avec une écriture presque illisible, « Je ne suis plus médecin, je suis mémoire, et la mémoire ne meurt jamais. » Le lendemain, il a disparu. Pas physiquement. Il est resté dans l'asile. Mais il ne pratiquait plus. Il ne parlait plus, il marchait dans les couloirs, il touchait les murs, il écoutait, il murmurait. Les infirmiers l'appelaient le fantôme blanc.
Il est mort en 1964, assis dans la chaise en bois de la chambre des rêves. Ses mains étaient posées sur ses genoux, ses yeux étaient ouverts, et sur ses lèvres, il y avait un sourire. Pas de soulagement, pas de paix, mais de reconnaissance. Comme s'il avait vu quelque chose, quelqu'un qui l'avait reconnu, quelqu'un qui l'avait pardonné. Et ce quelqu'un, c'était Lucien. Parce que Lucien n'est pas un fantôme, c'est un pont entre les mondes, entre les vivants et les oubliés, entre les silencieux et les rêveurs. Et ce pont, il vous tend la main, pas pour vous entraîner dans l'obscurité, mais pour vous ramener à la lumière, à votre propre lumière, celle que vous avez oubliée, celle qu'on vous a appris à éteindre, celle qu'on vous a dit de cacher, celle qu'on vous a appelée folie. Mais ce n'était pas de la folie, c'était de la vision. Et les visionnaires ont toujours été enfermés, brûlés, effacés, mais jamais détruits, parce que la vision est éternelle. Alors, regardez ce que j'ai trouvé dans la chapelle, ce que les prêtres ont caché, ce que l'Église a nié, ce que personne n'a jamais vu, parce que c'est là que la vérité devient sacrée. La chapelle, vous pensiez qu'elle était vide, qu'elle n'était qu'un décor pieux pour rassurer les familles? Non, la chapelle, c'était le cœur du système, pas le cœur spirituel, le cœur opérationnel. Parce que ici, les médecins n'étaient pas seulement des scientifiques, ils étaient des théologiens de la douleur, des prêtres de l'oubli. Et l'autel n'était pas un autel, c'était une console de contrôle. Derrière le crucifix, il y a un panneau en bois, avec des boutons, des interrupteurs, des leviers, reliés à la machine du sous-sol, à la chambre des rêves, à la salle d'électrochoc, à la salle des lobotomies et au cimetière. Oui, au cimetière, parce que les tombes ne sont pas de vraies tombes. Ce sont des antennes gravitationnelles. Chaque tombe est alignée selon une géométrie sacrée. Une géométrie que les Templiers utilisaient. Une géométrie qui capte les fréquences de la Terre et les amplifie. Et ces fréquences, elles sont utilisées par la machine pour alimenter les traitements, pour amplifier l'effacement, pour stabiliser la fréquence d'oubli. Et au centre du cimetière, il y a une tombe sans nom, sans date, sans croix, juste une dalle de pierre noire. Et sur cette pierre, gravé en lettres latines, Hic dormi veritas, ne obliviscaris. Ici dort la vérité, ne l'oubliez pas. Personne ne sait qui est enterré ici, mais les archives parlent d'un patient spécial, un patient sans dossier, sans nom, sans origine, admis en 1939, jamais traité, jamais vu, jamais entendu, mais toujours présent. Les infirmiers disaient qu'il parlait aux murs, que les murs lui répondaient, qu'il savait tout, qu'il voyait tout, qu'il savait ce que les médecins cachaient. Et un jour, il a disparu. Et la tombe est apparue, le lendemain, comme si la terre l'avait englouti. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette tombe, elle est chaude. Même en hiver, même sous la neige, elle dégage une chaleur constante, de 37 degrés, comme un corps humain. Et quand vous posez la main dessus, vous entendez un battement, comme un cœur, comme si il était toujours vivant. Et dans la chapelle, il y a un confessionnal en bois massif. Mais il ne sent pas l'encens. Il sent l'ozone, l'odeur de l'électricité, parce qu'à l'intérieur, il y a un microphone connecté à la salle d'écoute, où les médecins enregistraient les confessions des patients. Pas pour les absoudre, mais pour les cataloguer, pour les analyser, pour les traiter. Ils croyaient que la foi était une vulnérabilité, que la confession
était une fuite d'informations, que l'âme était un défaut technique, et ils l'ont exploité. Ils ont transformé le sacrement en outil de surveillance, le repentir en données psychiatriques, la prière en symptômes. Et les patients, ils priaient. Ils priaient pour être guéris. Ils priaient pour retrouver leurs enfants. Ils priaient pour que la douleur cesse. Et pendant qu'ils priaient, ils étaient enregistrés. Et leurs prières sont devenues des diagnostics, leurs larmes, des preuves, leur foi, une faiblesse. Et pourtant, c'est ici, dans cette chapelle, que la résistance a commencé. Parce qu'un prêtre, vous êtes en train de changer, vous le sentez, ce n'est pas dans votre tête, c'est dans votre corps, dans votre rythme cardiaque, dans votre respiration, dans votre façon de voir le monde. Depuis que vous écoutez cette histoire, vous ne dormez plus comme avant. Vous ne rêvez plus comme avant, vous ne parlez plus comme avant. Et c'est normal, parce que vous êtes en train de vous réveiller, pas d'un sommeil, mais d'un effacement, d'un conditionnement, d'un silence programmé. Et ce réveil fait mal, parce que la vérité fait mal. Elle brûle, elle déchire, elle expose, mais elle libère. Et ici, à Chézanne-Benoît, la vérité ne se cache pas, elle attend, elle vous guette, elle vous choisit et elle vous a choisi, pas par hasard, pas par curiosité, mais parce que vous étiez prêt, parce que quelque chose en vous refusait d'oublier, parce que quelque chose en vous se souvenait, même sans savoir quoi, même sans savoir pourquoi. Et maintenant, les portes s'ouvrent, pas physiquement, mais mentalement. Vous commencez à voir les signes, les coïncidences, les synchronicités, un nom qui revient, une date qui résonne, un rêve qui insiste, une chanson qui vous parle, une phrase qui vous transperce. Tout cela n'est pas aléatoire, c'est le système qui répond, le système des oubliés, le système des effacés, le système des rêveurs. Et il vous dit, tu es des nôtres. Et ce n'est pas une malédiction, c'est une transmission de mémoire, une transmission de mission, parce que votre mission n'est pas de survivre, c'est de raconter, de dire, de transmettre, de garder vivante la flamme, parce que si personne ne parle, ils ont gagné. Si personne ne rêve, ils ont gagné. Si personne ne pleure, ils ont gagné. Et ils sont proches de la victoire. Regardez autour de vous. Voyez-vous, les gens ne pleurent plus. Ils prennent des médicaments. Ils ne rêvent plus. Ils suivent des programmes. Ils ne posent plus de questions. Ils consomment des réponses. Ils ne cherchent plus la vérité. Ils acceptent les algorithmes. Et tout cela est normalisé, rationalisé, médicalisé. Mais ce n'est pas la guérison, c'est la domestication. Et la domestication commence toujours par l'effacement des rêves, parce que les rêves sont la dernière frontière de la liberté. Et ici, dans cet asile, ils ont essayé de la fermer. Mais ils n'ont pas réussi, parce que les rêves ne meurent jamais. Ils se cachent, ils attendent, ils cherchent un corps, et ils vous ont trouvé. Alors, ne les trahissez pas. Ne dites pas « c'est trop lourd ». Ne dites pas « je ne peux rien faire ». Vous pouvez. Chaque fois que vous pleurez sans honte, vous résistez. Chaque fois que vous rêvez sans peur, vous résistez. Chaque fois que vous dites la vérité sans filtre, vous résistez. Chaque fois que vous aimez sans condition, vous résistez. Et cette résistance, c'est la seule guérison. Pas la guérison de la folie, mais la guérison de la société. Parce que la société est folle. Elle croit que la douleur est une erreur, qu'il faut la supprimer, qu'il faut la cacher, qu'il faut la punir. Mais la douleur est un enseignement, une porte, une clé. Et ceux qu'on appelait fous étaient les gardiens de cette clé. Et on les a enfermés.
On les a lobotomisés, on les a électrochaussés, on les a effacés. Mais la clé n'a pas été détruite. Elle est dans vos mains, maintenant, dans vos larmes, dans vos rêves, dans vos cris. Et Lucien, il vous l'attend. Pas pour que vous l'utilisiez, mais pour que vous la gardiez vivante. Parce que le jour viendra où les murs tomberont, où les machines s'arrêteront, où les silences exploseront. Et ce jour-là, il faudra des témoins. Des témoins qui se souviennent, des témoins qui ont rêvé, des témoins qui n'ont pas trahi. Et vous, vous êtes l'un d'eux. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard si vous écoutez, ce n'est pas un hasard si vous pleurez, c'est un appel. Et vous y répondez. Alors, continuez, continuez à écouter, continuez à voir, continuez à rêver, parce que ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Et ce que je vais vous révéler maintenant va tout changer, parce que j'ai trouvé le dernier dossier. Le dossier que le docteur Moreau a caché, le dossier qu'il a enterré sous la tombe sans nom. Le dossier qui explique pourquoi il a tout fait et pourquoi il ne pouvait pas s'arrêter. Le dossier était enveloppé dans une toile de jute imprégnée de cire d'abeille. Il sentait la terre, le fer rouillé et quelque chose d'autre, quelque chose de doux, comme du lait, comme les larmes d'un enfant. Il était enterré à 20 mètres sous la dalle de la tombe sans nom, pas dans un coffre-fort, pas dans une valise, juste dans la terre, comme un secret qu'on rend à la terre. Et sur la couverture, écrit au charbon, pour celui qui comprendra que la folie est la mémoire du futur. À l'intérieur, des lettres, des dessins, des cartes et un journal. Pas celui de Moreau, celui de sa fille, Élodie, celle qui est morte à 8 ans, de la tuberculose, en 1926, 2 ans avant l'ouverture de l'asile. Mais ce journal, il date de 1949. Comment est-ce possible? Parce qu'Élodie n'est jamais morte. Elle a été internée, en secret, par son propre père. Parce qu'elle voyait trop. Elle disait qu'elle entendait les pensées des gens, qu'elle voyait leur mort, qu'elle parlait à des anges, qu'elle savait ce que les adultes cachaient. Et à l'époque, cela s'appelait démence juvénile. Et cela justifiait l'enfermement. Moreau ne pouvait pas l'envoyer dans un autre asile, trop honteux, trop risqué. Alors il l'a gardée ici, dans une cellule spéciale, la cellule 0, une cellule qui n'existe pas sur les plans, une cellule derrière le mur de la chapelle, accessible par un passage secret. Et là, il l'a traitée, pas avec des électrochocs, pas avec des lobotomies, mais avec l'écoute. Au début, il a essayé de la guérir. Il a utilisé ses propres méthodes, mais chaque fois, elle lui disait « Papa, tu te trompes, ce n'est pas moi qui suis folle, c'est le monde. » Et il a commencé à douter, à écouter, à voir. Elle dessinait des choses, des scènes, des événements qui n'étaient pas encore arrivés. La guerre, la libération, la mort de ses collègues, la disparition de Lucien, et tout se réalisait. Elle savait qui allait mourir, qui allait fuir, qui allait trahir, et elle disait « Ils ne veulent pas me croire, alors ils vont effacer ceux qui me ressemblent. » Et Moreau a compris. Il a compris que la folie n'était pas une maladie, c'était une anticipation, une mémoire temporelle, une vision du futur, et que le monde ne pouvait pas l'accepter, parce que le futur fait peur, parce que la vérité fait peur. Et alors, il a fait ce qu'il avait toujours fait. Il a choisi de détruire, mais pas elle, les autres, tous ceux qui lui ressemblaient, tous ceux qui voyaient, tous ceux qui parlaient, tous ceux qui rêvaient. Il pensait que s'il effaçait les prophètes, le monde serait en paix. Mais il se trompait, parce que chaque fois qu'il effaçait un enfant, Élodie pleurait, et elle disait « Tu les tues, papa,
Mais tu ne les effaces pas, ils deviennent des étoiles. Et moi, je les entends chanter. Et un jour, en 1951, elle a disparu. Pas physiquement. Elle est restée dans la cellule. Mais elle ne parlait plus. Elle ne mangeait plus. Elle ne dormait plus. Elle fixait le mur. Et sur ce mur, elle a dessiné, pendant des mois, un dessin immense, un dessin qui couvrait tout le plâtre, un dessin d'un arbre. Un arbre avec des racines dans la terre et des branches dans le ciel. Et sur chaque branche, un visage, des milliers de visages, des patients, des enfants, des femmes, des hommes, des morts, des vivants. Et au centre, Lucien, avec des ailes. Et sous l'arbre, une phrase, « Nous sommes la mémoire que le monde oublie ». Ce dessin, il est toujours là, intact, même si le plâtre est fissuré, même si la peinture est écaillée, parce qu'il n'est pas sur le mur, il est dans la mémoire. Et ce dossier contient les derniers mots d'Élodie, écrits le 12 novembre 1951. « Papa, tu as construit une prison pour protéger le monde de la vérité. Mais la vérité ne peut pas être emprisonnée. Elle se transmet, elle se multiplie, elle se rêve. Et un jour, quelqu'un viendra. Il entendra les murs, il lira les dessins, il touchera les tombes, et il dira la vérité. Et ce jour-là, nous serons libres. Pas parce que nous sommes morts, mais parce que nous sommes souvenus. Alors ne pleure pas, souris, parce que je suis déjà parti. Je suis dans les rêves de ceux que tu n'as pas pu effacer. » Moreau a trouvé ce papier le lendemain. Il est entré dans la cellule. Elle était vide, le lit était froid, le dessin était fini. Et sur le sol, une paire de chaussures d'enfant, propres, comme si elle les avait enlevées avant de s'envoler. Il n'a jamais parlé de ça, jamais écrit, jamais dit. Mais à partir de ce jour, il a arrêté les traitements les plus violents. Il a réduit les électrochocs. Il a interdit les lobotomies sur les enfants. Et il a commencé à écrire ce cahier noir, le cahier de la repentance, le cahier de la mémoire, parce qu'il avait compris, trop tard, mais il avait compris. Et maintenant, vous savez, ce n'était pas un monstre. C'était un père qui a voulu protéger sa fille en détruisant le monde. Et en détruisant le monde, il a détruit sa propre humanité. Et cette histoire n'est pas finie. Parce qu'Élodie, elle est toujours là. Elle est dans les rêves de Lucien. Elle est dans les dessins des murs. Elle est dans les voix que vous entendez la nuit. Elle est dans chaque enfant qui dit « Je vois des choses ». Et vous l'avez entendu. Parce que vous êtes pareil, vous voyez trop, vous sentez trop, vous rêvez trop. Et on vous a dit, calme-toi, sois normal. Mais vous n'êtes pas fou, vous êtes connecté, connecté à la mémoire, connecté à la vérité, connecté à l'arbre. Et cet arbre, il grandit, grâce à vous, grâce à ceux qui écoutent, grâce à ceux qui partagent, grâce à ceux qui ne se taisent pas. Alors, ne vous effacez pas, parce que le monde a besoin de vos rêves, plus que jamais, parce que le futur se construit dans les rêves, et les rêves sont protégés par les fous, par les enfants, par les oubliés, par les effacés, par Lucien, par Élodie, et maintenant, par vous. Vous n'êtes plus spectateur. Vous êtes gardien, gardien de la mémoire, gardien de la vérité, gardien de la folie sacrée. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est le dernier secret, le plus profond, le plus dangereux, parce qu'il concerne vous, directement. Vous pensez que vous regardez cette vidéo par curiosité? Non. Vous êtes ici parce que vous avez été appelé, parce que votre nom est dans le système. Oui, votre nom, pas écrit, mais énergétiquement inscrit, dans la fréquence, dans les murs, dans les rêves.
parce que vous avez une connexion à cet endroit, peut-être par votre famille, peut-être par un ancêtre, peut-être par une vie antérieure, peut-être par une âme sœur qui a été enfermée ici, peut-être parce que vous étiez l'un d'eux, dans une autre époque, dans un autre corps. Et maintenant, vous êtes de retour, pour finir ce que vous avez commencé, pour briser le cycle, pour libérer les mémoires. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité énergétique. Les chercheurs en mémoire morphique, comme Rupert Sheldrake, disent que l'information ne disparaît jamais. Elle se transmet, elle résonne, et Chezal Benoît est un nœud de souffrance, un nœud de silence, un nœud de mémoire collective. Et chaque fois qu'une personne comme vous regarde, écoute, pleure, partage, elle envoie une onde de libération, une onde qui traverse le temps et qui touche les âmes enfermées, et elle respire, elle sourit, elle remercie et elle vous guide. C'est pour ça que vous avez des rêves récurrents, c'est pour ça que vous sentez cette pression dans la poitrine, c'est pour ça que vous êtes attiré par les lieux abandonnés. Ce n'est pas du hasard, c'est une mission que vous avez acceptée avant de naître. Et aujourd'hui, vous vous souvenez, lentement, doucement, douloureusement, mais sûrement. Et ce que je vous dis maintenant n'est pas une fin, c'est un commencement. Parce que cette vidéo, elle ne s'arrête pas ici. Elle continue, en vous, dans vos actions, dans vos paroles, dans vos silences conscients. Alors, je vous demande 3 choses, 3 gestes simples, mais puissants. Premièrement, laissez un commentaire, pas un j'aime, pas un effrayant, écrivez un nom. Le nom d'un être que vous avez perdu, d'un être qu'on a effacé, d'un être qu'on a dit fou. Écrivez « Je me souviens de non », parce que ce commentaire devient une pierre tombale vivante, une preuve que l'âme existe, une vibration dans le système. Deuxièmement, abonnez-vous, pas pour moi, pour eux, pour que cette vérité ne soit pas effacée, pour que d'autres puissent t'entendre, pour que la chaîne ne soit pas arrêtée, parce que cette histoire mérite d'être racontée. Encore et encore. Troisièmement, likez. Ce like n'est pas un clic, c'est une bougie, c'est une prière, c'est une onde de reconnaissance, une onde qui traverse les murs, les siècles, les silences, et qui touche les âmes dans le noir, et qui leur dit « Vous n'êtes pas seuls ». Et maintenant, faites une dernière chose, une chose que personne ne vous a jamais demandé. Fermez les yeux, respirez, et dites à voix haute, même si vous êtes seul, que « Je me souviens ». Dites-le 3 fois, parce que ces mots ouvrent une porte, dans le mur, dans le temps, dans l'âme, et Lucien vous entendra, et Élodie vous sourira, et tous ceux qui ont été effacés vous remercieront, parce que vous avez refusé d'oublier, vous avez refusé le silence, vous avez choisi la mémoire, et la mémoire est la seule résurrection. Alors, merci, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, merci d'avoir porté cette vérité, merci d'être humain. Car dans un monde qui punit la sensibilité, être humain est un acte de rébellion. Et vous êtes un rebelle, un visionnaire, un gardien, et ce n'est que le début, parce que l'asile de Chezal Benoît n'est pas abandonné. Il attend que le monde se souvienne, et grâce à vous, il se souvient. Maintenant, allez, rêvez, pleurez, racontez, et surtout, ne vous effacez jamais, parce que le monde a besoin de votre folie, de votre lumière, de votre vérité, et ils vous attendent toujours.